Et dans l'air du temps ce matin, je vous le disais il y a quelques minutes, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabrice Hakoun, qui est l'auteur de ce livre qui vient de paraître il y a quelques jours, Rallumons les lumières, sous-titré Pour sortir la France de l'obscurité, et c'est aux éditions L'Archipel. Bonjour à vous Fabrice Hakoun. Bonjour. Merci d'être avec nous Fabrice. Vous êtes ancien membre du Conseil stratégique de l'attractivité, magistrat honoraire au Conseil des prud'hommes de Paris, auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous êtes également entrepreneur du numérique. Vous avez créé l'année dernière une entreprise spécialisée dans le conseil en performance énergétique et éco-responsabilité. On en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis on apprend également que vous êtes officier de réserve dans la gendarmerie. Et enfin, vous avez été élevé au rang de chevalier dans l'Ordre national du mérite en 2020 pour votre action continue en faveur de l'emploi. Eh bien, voyez tous ces titres. Et à la lecture de ce livre, moi, j'en déduis que vous êtes un homme d'engagement, un homme également d'action et surtout un homme pressé. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Toujours pressé, un rendez-vous après l'autre. Alors, quand on titre ce livre « Rallumons les lumières », c'est qu'on suppose que ces lumières se sont éteintes. Qu'est-ce qui a fait que les lumières se sont éteintes en France ? Eh bien, en fait, je pense qu'au fur et à mesure du temps, malheureusement, les valeurs qui étaient les valeurs fondatrices de la démocratie française se sont perdues dans une forme de relativisme. On a perdu de vue l'universalisme qui fait la grandeur de la France pour devenir, malheureusement, pour un camp politique, en tout cas une partie du camp politique français, relativiste et considérer que toute chose est égale par ailleurs. Et on l'a bien vu récemment avec les événements du 7 octobre, à quel point ce relativisme fait du mal. Oui, en tout cas, vous restez optimiste, même si nous sommes dans l'obscurité aujourd'hui, c'est ce que vous pensez, oui. Mais il y a des moyens de rallumer. Absolument. J'utilise toujours cette maxime biblique qui est que la lueur d'une toute petite bougie suffit à rompre la plus grande des obscurités. Et oui, bien sûr, en référence à Hanouka peut-être. Voilà. Alors, ce livre, qu'est-ce que c'est au juste ? Quand on lit ce livre, on vous découvre, vous vous livrez beaucoup, vous vous livrez sur vos origines, sur votre famille. Alors, est-ce qu'on a affaire à une simple biographie avec quelques petites indications sur votre parcours, ou bien est-ce que, et je pense que c'est plus cela, une sorte de mode d'emploi pour gérer la France avec des références, vos expériences ? C'est exactement ça en fait. J'ai souhaité, au début j'ai commencé par faire un livre technique, ça fait longtemps que je suis sur ce projet. Ouais. J'ai commencé par faire un livre technique et puis je me suis dit finalement, quel est l'intérêt ? Il va y avoir un livre de plus sur la Constitution, sur les institutions françaises, sur les propositions, et puis on en a fait des tonnes dans tous les sens, etc. Je me suis dit non, il faut que je prenne en support un exemple qui est mon parcours en l'occurrence, et pour dire le rêve français existe et j'en suis le produit. Et il est probablement même plus accessible que le rêve américain. Peut-être moins bien marketé, mais plus accessible. Mais ça, on va revenir sur le modèle américain, parce qu'il m'a semblé quand même qu'il vous séduit un peu, ce modèle américain. J'ai aussi le sentiment que c'est une très belle déclaration d'amour à la France. À la France des Lumières, évidemment. À cette France-là. Oui, absolument. C'est une déclaration d'amour. C'est un cri du cœur et un cri de révolte. Oui, alors déclaration d'amour à la France, mais que vous avez hérité de vos parents. Oui, absolument, absolument. Et j'explique justement que ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que c'est un pays, pour y accéder, en fait, il faut adhérer à un socle de valeurs. C'est pas une identité génétique. Et c'est ça qui est absolument merveilleux dans ce pays. Oui, alors on remonte le temps avec vous dans ce livre. Et on commence par la Tunisie, d'où vos parents sont originaires. Absolument. Et ils arrivent à la fin des années 60, me semble-t-il, en France. Et enfin, vous nous parlez de votre vie où vous avez été élevé dans un quartier plutôt modeste. Et puis enfin, pour arriver à devenir conseiller à l'Élysée, c'est pas rien. Vous nous donnez l'exemple d'une intégration réussie. Vous nous dites c'est possible. Absolument, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. C'est pour donner le mode d'emploi de l'intégration réussie. Alors c'est quoi justement ce mode d'emploi ? Le mode d'emploi, c'est d'adhérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'adhérer à un socle de valeurs, d'accepter ce qu'est la France et d'accepter ce qu'elle est dans son entièreté, et d'accepter aussi de dire, oui, effectivement, même si je suis originaire de Tunisie, que je suis la première génération à être née en France, les Gaulois sont mes ancêtres. Et les Gaulois sont mes ancêtres, pourquoi ? Pas parce que mes ancêtres avaient des casques ailés, parce qu'ils avaient la tête couverte, ils avaient des casques ailés et des moustaches, mais d'abord parce que j'adhère à un ensemble de valeurs
qui sont l'égalité, la liberté, absolument la liberté. J'invite, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec l'Amérique, c'est que j'invite à renouer avec cette valeur essentielle qui est la liberté. Et c'est pour ça que les Gaulois sont mes ancêtres. Oui, c'est ça, parce que l'héritage des valeurs de absolument. La France vous convient. C'est Romain Gary. Hein. Oui, sauf que ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, j'ai l'impression parfois que vous nous parlez d'une belle histoire qui a eu lieu, puisque vous en êtes la preuve, mais la situation et l'état actuel de la France, ça n'est pas ça, en majorité. Non, absolument, c'est pour ça, sinon il n'aurait pas de sens ce livre. Oui. C'est justement par cloche réaction. Qu'est-ce qui cloche ? Ce qui cloche, c'est l'absence totale de courage politique, en fait. On a des élites aujourd'hui politiques qui vont dans le sens du vent, qui essaient d'écouter les petites musiques et qui essayent d'adhérer pour obtenir des voix et pour pouvoir être élus. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut affirmer très fortement certaines valeurs, certains principes, il faut les affirmer comme étant absolus, sans aucune concurrence. Le modèle français, le modèle politique français, issu justement des valeurs des Lumières, est absolument, doit être sans concurrence dans ce pays, avec aucun autre système. Certains systèmes politiques, comme effectivement le système issu de la charia, ont du sens dans des pays qui ont une organisation tribale, l'Afghanistan, le Pakistan ou d'autres. C'est logique puisqu'il faut faire adhérer à une abstraction et il faut fédérer autour de quelque chose. Et ça peut pas être la démocratie puisque c'est tribal, il faut que ce soit la religion. Mais ça, c'est une chose. Et puis, en espérant que demain, l'islam se sécularisera dans ces pays et que... Le problème, c'est le choc des cultures aussi en France. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, il faut dire, OK, à un moment donné, on a essayé d'imposer les Lumières, la philosophie des Lumières dans ces pays. Ça a été une erreur, probablement, lors de la colonisation, mais... Maintenant, il ne faut pas refuser à les imposer chez nous et ici en France. En fait, il faut les affirmer. Absolument. Donc une affirmation ferme et entière des valeurs de la République. Alors j'imagine que le beau discours de Gabriel Attal vous a plu hier. Ouais, enfin, c'était une récitation. Ah bon, alors ça c'est Moi autre chose. j'aime bien le fruit de l'expérience. Vous aimez l'action, hein, c'est ce que je disais depuis le début. Hein, l'homme d'action, on le sent. Et d'ailleurs, c'est un livre très agréable à lire aussi parce que on sent votre personnalité, ça va vite. Et puis il y a des choses, il y a des mots, mais ce ne sont pas que des mots, ce sont des exemples et ce sont des moyens. C'est du vécu, c'est la différence avec Gabriel Attal. Alors, et puis vous parlez de vos, alors comme Joséphine Baker qui a 2 amours, vous en avez 3. Mais avoir 3 amours aujourd'hui en France, c'est difficile. Les 3 amours, bien sûr, la France, d'abord on l'a compris, la Tunisie qui reste dans votre cœur, et puis Israël. Mais oui, mais ça c'est pas compris en France, en général. Non, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas l'affirmer. Bien sûr que c'est pas compris parce qu'on oppose, en fait, vous avez aujourd'hui un camp politique, qui est essentiellement l'extrême gauche, mais qui a une influence forte, qui segmente les populations pour mieux les adresser. Sauf qu'on n'est pas dans le marketing, en fait. On n'est pas dans le retail ou dans la grande distribution. Quand on segmente en politique, on divise. Or, c'est le jeu de ce camp politique. C'est pour ça que je ne souhaite pas rentrer dans la stigmatisation. Même quand j'attaque de façon très forte ceux qui se livrent aujourd'hui à ce nouvel antisémitisme, je refuse de tomber dans la stigmatisation et dans l'opposition systématique. Alors, l'un de vos amours, c'est la Tunisie. Bon, vous êtes juif d'origine tunisienne, hein, puisque vos parents étaient tunisiens, mais ils sont français, enfin, ils sont devenus français. Mais quand on aime la Tunisie et qu'on voit et qu'on est peut-être témoin de cet attentat qui a eu lieu en mai 23 à Djerba, est-ce qu'on conserve son amour pour la Tunisie ? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, le nom du chapitre, je vous avais un chapitre qui s'appelle Mon ADN, la France, la Tunisie et Israël. Le premier nom de ce chapitre, avant le 7 octobre, c'était J'ai 3 amours, la France, la Tunisie et Israël. J'ai modifié ce titre parce qu'effectivement, j'étais profondément affecté par la position qu'ont pris les Tunisiens après le 7 octobre. Pas après l'attentat, parce que lors de l'attentat, j'avais même pris la défense des Tunisiens pour une raison simple, c'est que certes, un policier tunisien a attaqué des Juifs à la synagogue, mais 3 policiers tunisiens se sont sacrifiés et ont sacrifié leur vie pour que des Juifs soient protégés. Donc pourquoi toujours donner crédit à ceux qui font du mal et pas ceux qui font du bien? Donc c'est pas après l'attentat de Djerba que j'ai réagi, c'est après le 7 octobre parce que la réaction massive anti-juive des Tunisiens m'a profondément affecté. On va parler du 7 octobre, mais juste après la pause, nous sommes en compagnie de Fabrice Hakoun pour ce livre « Rallumons les Lumières » pour sortir la France de l'obscurité aux éditions L'Archipel. Et on se retrouve dans la seconde partie de l'ère du temps. Nous sommes en compagnie de Fabrice Hakoun, c'est l'auteur de ce livre « Rallumons les Lumières » paru aux éditions L'Archipel. C'est une déclaration d'amour à la France à travers son expérience, à travers son intégration réussie. Fabrice, vous êtes issu de parents immigrés de Tunisie et vous avez gravi les échelons alors que vous avez été élevé dans un quartier modeste. C'est dire que c'est possible quand on aime la France, quand on a
adhère aux valeurs. Hein. C'est bien ce que Absolument. je me fais le porte-parole de votre livre. Quand on adhère aux valeurs françaises, et notamment la liberté en valeur phare, hein, eh bien, on y arrive. Alors, on parlait juste avant la pause du 7 octobre. On va y venir dans un instant, mais parlons d'abord de la France, parce que la conséquence du 7 octobre est une conséquence quasi immédiate en France et ailleurs dans le monde. Ça a été une montée exponentielle de l'antisémitisme. Il y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, plus 1000%, 1000% d'antisémitisme depuis le 7 octobre. On peut s'en sortir avec une annonce comme celle-là quand on est juif en France? Alors, c'est effectivement extrêmement compliqué, vous l'imaginez bien, et ça me torture profondément. Parce que la France n'est pas ça. Et un proverbe qui disait « heureux comme un juif en France ». Et donc, je crois qu'on a joui jusqu'il y a peu d'une grande liberté en fait en France. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, le 7 octobre a été le révélateur. Mais ça fait 40 ans que ça couve. Ça fait 40 ans que ça couve. Moi, j'étais au lycée Voltaire en 1986. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre aussi. 1986, lycée Voltaire. J'avais des camarades de classe qui venaient en kéfier. Hyper idéologisé, pro-palestinien. J'arrivais de Yavne, moi j'étais à l'école à Yavne, donc j'arrive en seconde au lycée Voltaire, après Yavne, donc sioniste, étant sioniste, juif, au milieu de ça. J'arrive quelques jours après mon arrivée au lycée Voltaire, le Mossad donc fait une expédition et va tuer Abu Djihad à Tunis. Le lendemain, mes camarades de classe arrivent avec un brassard noir en deuil d'Abu Djihad. Eh bien, je peux vous dire que ces jeunes dont on parle là, c'était mes amis à l'époque, ce sont encore mes frères aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était capable d'être en total désaccord sur le plan politique sans jamais s'attaquer sur le plan humain. Alors, c'est quoi la différence? C'est la haine? En fait, la différence, c'est que la République a renoncé, il y a déjà 30 ou 40 ans, à imposer de façon stricte l'ordre public dans ce pays. C'est un problème fondamental. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de possibilité de vivre libre dans un pays quand l'ordre public n'est pas strictement respecté sur tout le territoire. Donc il faut plus d'autorité, d'affirmation de l'État pour que les gens se sentent finalement dans un cadre bien solide, sans fragilité. Finalement, c'est ça ce que vous reprochez. Ces extrémistes, qu'ils soient extrémistes politiques ou extrémistes islamistes, n'ont fait que profiter d'un vide qui a été créé par la République quand elle a décidé de renoncer à affirmer de façon stricte et totale ces valeurs, dont la sécurité. Mais comment on explique, Fabrice Hakoun, comment on explique qu'en France, il y ait eu peu à peu un État qui se soit retiré ou qui ne se soit plus affirmé avec ces valeurs françaises qui sont un héritage de tant d'années? Parce qu'il a dilué son action. Parce que les ressources ne sont pas illimitées. Et quand on décide de disperser ces ressources pour partir en action sociale totalement improductive, ou quand on décide d'aller se mêler du moindre geste de chacun d'entre nous, et que dans le même temps, on renonce au régalien, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il y a pu avoir tous ces actes antisémites, et pourquoi c'est encore pire aujourd'hui? Parce que depuis 2017, le pouvoir politique s'est totalement foutu du régalien. C'était déjà un peu le cas avant. Mais alors là, aujourd'hui, on est dans une absence totale de respect du régalien. Police, justice, armée. Regardez le rôle moi, je suis militaire, effectivement, réserviste. Regardez le sort qu'on réserve à l'armée dans ce pays. Il est absolument scandaleux quand on voit le rapport avec Israël, par exemple. Alors, si je comprends bien, le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, eh bien, c'est plus d'autorité, plus d'affirmation des valeurs françaises. Absolument, et des valeurs de la République, absolument. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a poussé à écrire ce livre? Oui, bien sûr. C'est un cri, je disais, un cri du cœur et un cri de révolte. Parce que la communauté juive, depuis le 7 octobre, est quand même assez figée, choquée, je dirais, presque immobilisée devant ce qui arrive. Absolument. Et malgré tout, vous avez le foi en l'homme? Oui. C'est mon défaut, ma qualité, je ne sais pas quoi dire. Mais écoutez, en tout cas, vous êtes optimiste, c'est plutôt une qualité. Vous dites aussi que en France, vous posez la question, pourquoi on ne repart pas d'une feuille blanche? Mais est-ce que c'est possible de repartir d'une feuille blanche avec ce que nous venons de vivre depuis des années, avec ce délitement justement des valeurs?
Mais c'est pour ça qu'il faut repartir d'une feuille blanche, parce qu'à un moment donné, quand un système se délite, c'est ce qui s'est passé avec la 4e République en 58. Donc on est un peu dans les mêmes époques. On est aussi, si on vient à la période pré-révolutionnaire, 17 ans juste avant 1789, on sent les mêmes ressorts en fait. Et juste pour revenir à ce que vous disiez sur l'optimisme, il y a une maxime que j'adore, qui est le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Oui, elle est pas mal. En tout cas, là, on sent vraiment que vous avez, quand je disais mode d'emploi, on sent que vous êtes sur les starting blocks presque. Oui. Vous avez envie d'agir. Allez, mettons que je sois Premier ministre et que je vous désigne comme ministre. Quel est le portefeuille que vous aimeriez obtenir ? Alors, plutôt le travail et les affaires sociales, parce que je suis absolument persuadé que la clé, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 30 ans, je suis investi dans l'accès à l'emploi des jeunes issus des quartiers, et des quartiers difficiles en particulier. Donc, je passe beaucoup de temps dans les lycées de Bondy, de Montfermeil ou ailleurs, parce que je suis persuadé que la clé, c'est le retour au plein emploi, c'est le retour à la performance économique. Quand un pays, c'est là que je reviens un peu aux États-Unis. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, vous devancez ma question. Quand on prône la liberté comme vous, cette valeur qui est fondamentale aux États-Unis, c'est le libéralisme. Est-ce qu'on peut associer aussi des politiques sociales ? Est-ce que c'est compatible ? Oui, il faut juste que ce soit productif, il faut que ce soit de l'investissement et pas de la dépense. Aujourd'hui, on est obsédé par la dépense immédiate parce qu'elle permet de garder le couvercle sur la cocotte minute. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Mais aujourd'hui, on a aussi des agriculteurs qui se plaignent de leur pouvoir d'achat, et même l'ensemble de Français en général, le pouvoir d'achat, par rapport à un problème comme celui des agriculteurs qui font face à une compétition d'abord européenne et puis plus largement. C'est quoi la formule c'est encore l'absence de souveraineté et l'absence d'affirmation de l'État. On en revient encore à l'absence d'affirmation de l'État. Donc plus de protectionnisme Non, pas obligatoirement, mais comment l'État peut accepter aujourd'hui d'interdire certains phytosanitaires, je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est un principe, d'interdire certains phytosanitaires en France, donc d'interdire aux agriculteurs de produire certains produits et de permettre l'importation de produits qui sont fabriqués selon les modes qu'on interdit en France. C'est quand même une hérésie. Et c'est bien l'absence d'État, l'absence de cohérence et l'absence de vision. On a un problème dans ce pays, c'est qu'on n'a pas de vision. La bonne mode de gouvernance, c'est d'affirmer une vision et de décliner après des mesures pour être conforme à cette vision, de partager cette vision avec le peuple. Et une fois qu'on a partagé avec cette vision avec le peuple et qu'on a été élu sur la base d'une vision et pas sur la base de mesures techniques, après on impose un certain nombre de mesures techniques qui permettent d'atteindre les objectifs. En tout cas, c'était dans le discours de Gabriel Attal hier, reconquérir la souveraineté française et européenne. Vous avez dit le mot discours. Et il revient encore à cette critique. Bon, écoutez, en tout cas, je sens que vous avez des projets, Fabrice Hakoun. Oui, vous avez des projets, mais vous ne voulez confirme. pas nous le dire ce matin. Non, je ne vais pas le dire, mais il est évident que le souhait, c'est d'agir et pas seulement de parler. Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous voir pour nous dire rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité. C'est aux éditions L'Archipel et nous recevions Fabrice Hakoun. À très bientôt sur l'antenne de Radio J. Merci.